Aujourd'hui, je viens vous parler d'assurance, puis notamment d'un programme d'assurance inondation au Canada. C'est d'actualité. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et l'angle que j'utilise, c'est beaucoup celle des objectifs publics qui sont à la base du développement d'un programme d'assurance inondation. Je veux avant tout illustrer puis bien faire comprendre pourquoi il y a plusieurs objectifs qui sont en opposition et pourquoi cette opposition-là rend plus difficile le développement d'un programme d'assurance inondation. Et en dernier pan de ma présentation, je veux vous présenter de ce quoi pourrait avoir l'air un programme canadien qui permettrait de couvrir toutes les résidences ou l'essentiel des résidences les plus à risque au pays. Alors, c'est un projet qui s'inscrit à l'intérieur d'une étude qui est financée par le CRSNG via son programme Alliance. Comme tous les autres programmes, les autres projets Alliance, ça s'inscrit avec des partenaires. Ici, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Canada et le Bureau d'assurance du Canada. C'est un projet qui est porté par mon collègue Mathieu Boudreau de l'UQAM et qui se fait en collaboration avec plusieurs étudiants, mais aussi avec deux professeurs de l'Université de OK, on Waterloo t'entend en plus. OK. Ontario. C'est que, en termes de contexte pour l'étude, il y a plusieurs pays à travers le monde qui ont développé des programmes d'assurance inondation en partenariat avec l'industrie et différents pays ont choisi différentes approches pour parvenir à développer ces programmes-là. Dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est une implication des gouvernements qui s'explique par le fait que l'idée d'avoir des régions où les risques d'inondation sont très importantes s'accompagne de pertes potentiellement massives parce qu'il va y avoir une grande corrélation entre les pertes lors d'événements majeurs. Et le rôle des assureurs n'est pas nécessairement un rôle social avant tout. Ce sont des entreprises à but lucratif pour la plupart d'entre elles. Alors, si les gouvernements veulent que l'industrie participe à l'élaboration d'un programme d'aide au rétablissement, ça doit se faire via un mode de partenariat. Si on regarde quelques pays, souvent qu'on utilise comme base de comparaison, bien aux États-Unis, on observe un programme mix où est-ce qu'il y a à la fois du privé et le programme national d'inondation américain. Les achats de police sont volontaires et il y a une tarification partiellement liée au risque. En France, c'est complètement différent. L'achat est obligatoire et c'est vraiment une structure plus de réassurance. Donc, plutôt qu'avoir à payer pour une prime pour l'assurance inondation qui est proportionnelle au risque, tous les assurés à travers le pays qui ont une assurance de dommages classique se font imposer une surprime. Donc, c'est essentiellement l'ensemble de la population qui subventionne les quelques propriétaires à risque plus élevé. Puis en Australie, c'est un choix différent. Le gouvernement s'est beaucoup moins impliqué et on a davantage accès à un marché qui est l'idée qui est dirigée par les entreprises privées avec de l'achat volontaire. Et ça a un impact sur ce qu'on pourrait appeler le succès des programmes d'inondation, d'assurance inondation. À certains endroits, comme aux États-Unis, il y a une très faible participation et les primes doivent être subventionnées pour stimuler l'abordabilité. À d'autres endroits, en Australie, on va observer des participations qui sont très élevées de façon générale, mais très faibles dans les zones plus à risque, étant donné le coût élevé de l'assurance inondation. Et avec sa structure plus de réassurance en France, on va avoir un très haut niveau de participation, mais il va y avoir une certaine incertitude à savoir quand est-ce qu'on est couvert pour l'assurance inondation en raison d'une indemnisation qui est conditionnelle au fait que le gouvernement va émettre un arrêté ministériel pour dire oui, l'événement va être couvert via le programme. Alors, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une grande diversité dans les programmes qui reflètent des choix différents des gouvernements de prioriser un objectif de politique publique au détriment de d'autres objectifs, puisque ceux-ci sont en compétition. Est-ce que vous m'entendez toujours bien à Montréal? Oui. Oui. Parfait. Alors, si je me replace en contexte canadien, il y a eu un groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la relocalisation qui a été mis en place il y a quelques années. Et dans le budget fédéral de 2023, le gouvernement annonçait son intention d'aller de l'avant avec l'établissement d'un programme d'assurance à coût modique contre les inondations. Et plus récemment, dans la plateforme électorale du Parti libéral du Canada pour les élections du mois dernier, le programme mentionnait l'intention du gouvernement, du Parti libéral, de mettre en œuvre le programme national d'assurance contre les inondations au Canada d'ici avril 2026. Alors, il va vraiment y avoir une intensification dans les prochains temps des travaux liés à l'établissement de ce
programme-là, d'où l'intérêt maintenant de proposer de la connaissance en lien avec les conséquences et les caractérisations d'un éventuel programme canadien. Qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur de l'étude? Eh bien, c'est qu'on a voulu regarder ce que pourraient avoir l'air différentes caractérisations de programmes d'inondation en commençant par utiliser les meilleures données disponibles. Alors, on a bâti un portrait de l'ensemble de l'exposition au Canada, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés résidentielles qui pourraient bénéficier d'un éventuel programme d'assurance contre les inondations. Alors, on est allé prendre les données du recensement, les données de différents acteurs privés et publics, de façon à pouvoir localiser assez précisément le positionnement dans l'espace de chacune des résidences, d'associer les caractéristiques principales qui influent sur la vulnérabilité au risque d'inondation de ces résidences-là, de façon à développer une base de données qu'on a par la suite acheminée vers le modèle de CATRISC. On a fait l'acquisition d'une licence académique de CATRISC afin d'obtenir une modélisation non seulement du hauteur de submersion en fonction du temps, mais également de la vulnérabilité de façon à avoir une sortie de modèle exprimée en dollars, ce qui est tout à fait important quand vient le temps de calculer des simulations financières pour voir ce que pourrait coûter le programme et ainsi de suite. Alors, via la licence académique de CATRISC, on a obtenu une base de données événementielle, donc une simulation d'environ 800 000 événements d'inondation répartis sur 50 000 années fictives qui nous permet de voir pour chaque année fictive quelles sont les propriétés touchées par les inondations et lorsqu'une propriété est touchée, quelle est la perte en termes de contenu et en termes de structure, là, donc de réparation à faire sur l'immeuble associée à l'événement. Cette base de données-là est très importante pour des calculs actuariels pour le domaine de l'assurance parce que c'est non seulement important de savoir pour une propriété donnée, est-ce qu'il va oui ou non y avoir des dommages, mais c'est surtout avoir une image de la dépendance spatiale entre les dommages. Parce qu'au bout du compte, pour une structure d'assurance, c'est la loi des grands nombres qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est savoir si les indemnisations vont être tellement importantes que l'assureur va manquer de fonds pour les offrir. Et via cette base de données-là, on est capable d'estimer un montant de prime d'assurance pour chacune des propriétés qui reflète le risque et suite à ça, de superposer des caractéristiques pour les programmes d'indemnisation, les programmes d'assurance qui nous permettent de calculer les indemnisations à venir. Et en comparant différents programmes qui sont caractérisés de façon différente, eh bien, on peut analyser la performance des programmes d'assurance et donc de voir quelles sont les caractéristiques nécessaires en contexte d'avantage canadien. Alors ici, une acétate, je vais essayer de passer quand même assez rapidement, qui porte sur un portrait du risque d'inondation au Canada selon les sorties de modèle de CATRISC. Et pour faciliter l'interprétation, on a divisé le risque en 5 grandes catégories basées sur les pourcentages de la distribution des pertes annuelles moyennes, ce que dans le langage actuariel, on appelle souvent le EEL. Donc, il y a des propriétaires à très faible le risque, qui correspondent à peu près à 50% de la population, là, selon notre division en catégories. Les propriétaires à faible risque qui correspondent à 40% des ménages. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant ici? Bien, c'est le 5% des propriétaires qui sont exposés au risque le plus élevé. Ce qu'on constate en contexte canadien via les données de CATRISC, c'est que seulement 5% des propriétés les plus à risque s'accompagnent de 73% des pertes prévues pour l'ensemble du Canada. Et ces pertes-là, en moyenne annuellement, se chiffrent à un peu plus de 1,4 milliard de dollars. Et ça, c'est une année moyenne. Si on va dans les années un petit peu pires, donc la pire année une fois sur 100, bien, on aurait des pertes d'environ 13,2 milliards de dollars. En termes d'assurance, la dernière colonne du tableau nous donne un premier avant-goût de ce que ça pourrait représenter pour des assurés en termes de coûts pour une police d'assurance sous un scénario de base.
scénario de base, eh bien, l'ensemble des pertes sont couvertes par l'assurance. Il y a une tarification qui est complètement alignée en fonction du risque et l'assurance va couvrir pour les autres frais en plus des pertes au bâtiment, aux dommages au bâtiment, c'est-à-dire, par exemple, les coûts pour que le résident qui est sinistré se retrouve à l'hôtel durant quelques jours, les coûts de gestion du programme de façon générale en incluant le salaire des avocats, des actuaires et ainsi de suite. C'est qu'on remarque très rapidement que le coût moyen d'une police, si on est à faible risque ou très faible risque, demeure relativement raisonnable. Par contre, dans les catégories à risque élevé et très élevé, eh bien, la prime moyenne pour quelqu'un dans ces catégories-là se situe au-dessus de 2 000 $, voire même 10 000 $ pour risque très élevé, tout simplement parce que le montant des pertes aux immeubles année après année, revient soit trop fréquemment, soit est trop important parce que ça constitue des pertes très importantes en termes de fraction de l'immeuble qui est sinistré à chaque inondation. Alors, on a un défi d'abordabilité et l'abordabilité, c'est d'ailleurs le premier objectif de politique publique qu'on va tenter d'atteindre. Donc, on veut stimuler l'abordabilité avec l'assurance et pour ça, pour vérifier à quel point on va réussir via une structure d'assurance à atteindre cet objectif-là, on a développé 3 critères de performance. D'abord, on veut obtenir le plus grand pourcentage de propriétés assurées qui ont une prime qui est jugée abordable. Et en même temps, on veut diminuer, avoir le plus petit pourcentage possible de propriétés assurées qui ont une prime qui va être considérée comme dispendieuse. Alors, pour savoir si c'est abordable ou dispendieux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a superposé aux données venant de 4 risques des données du recensement qui nous donnent de l'information sur les revenus après impôt des ménages. Et on a donc segmenté nos 5 catégories de risques en fonction de 5 catégories d'abordabilité. L'abordabilité basée sur le ratio entre le coût de la prime d'assurance et le revenu après impôt du ménage type dans chaque secteur. Ce qu'on observe ici, c'est que pour les propriétés à faible risque ou très faible risque, la prime d'assurance est abordable essentiellement tout le temps. Par contre, pour les propriétés qui sont à risque élevé, et c'est encore pire pour les propriétés à risque très élevé, on voit que la prime d'assurance se situe très régulièrement dans des catégories qui sont jugées dispendieuses ou très dispendieuses, c'est-à-dire que les primes constituent plus de 1,8 % du revenu moyen du ménage. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec une stratégie, avec un modèle d'assurance pour stimuler l'abordabilité? Bien, premièrement, on peut intégrer même à la structure de la police des franchises, donc le fait que pour les premiers dollars de perte, eh bien, ça va être l'assuré lui-même qui doit les payer avant que l'assurance rentre et indemnise pour le reste. En plus de franchise, on peut établir des limites de couverture. Par exemple, on peut avoir des propriétés très, très luxueuses qui valent plusieurs millions de dollars. Peut-être qu'on ne veut pas que le modèle d'assurance indemnise à la hauteur d'1 million de dollars. Alors, on va fixer des limites à des hauteurs qui sont souvent ce qu'on observe dans l'industrie, 300 000, 500 000 dollars, dépendant des secteurs. Une autre ligne d'attaque, c'est plutôt de subventionner directement l'assurance. Aux États-Unis, c'est une stratégie qui est utilisée, soit une subvention directe, soit un plafond au montant de la prime. Donc, si la prime coûterait normalement, si on se fie au risque, plus de 2 000, 3 000 $, eh bien, au-dessus du 2 000, 3 000 $, eh bien, là, c'est le gouvernement qui compense la compagnie d'assurance ou la structure d'assurance en charge de la gestion du programme. Ça, ici, la franchise, les limites de couverture, la subvention, le plafond de prime, c'est des caractéristiques qu'on a choisi de modéliser, nous, de notre côté, à l'intérieur de l'étude. Et en plus de ces éléments-là qui peuvent aider à rendre les primes abordables, c'est aussi possible d'imaginer que le programme ne couvre pas 100% de la population, 100% des ménages. Alors, il peut y avoir aussi des décisions d'exclusion au programme d'assurance, soit exclusion sous la forme de participation volontaire où le ménage décide de ne pas faire l'acquisition d'une police d'assurance, soit une exclusion de facto de par les conditions d'admissibilité au programme. Évidemment, rendre les primes plus abordables, ça peut sembler génial, donc tout le monde pourrait avoir de l'assurance, mais ça s'accompagne d'inconvénients. Si on ajoute des franchises ou des limites de couverture,
bien, ça veut dire qu'il y a un plus grand pourcentage des pertes qui doivent être payées par les ménages eux-mêmes. Donc, le fardeau financier ne sera pas bien nécessairement partagé entre le ménage et l'assureur, mais peut se retrouver en grande partie sur le dos du ménage lui-même. Et une couverture partielle, bien, ça peut être jugé aussi inadéquate de la part du ménage, donc minimiser la propension des ménages à acquérir la police. Du côté de la subvention offerte à l'assurance, bien là, évidemment, ça a un coût pour les autorités publiques. Puis aussi, ça fait en sorte qu'il va y avoir une différence entre le risque et combien ça coûte de prendre de l'assurance. Et quand il y a excusez-moi l'anglicisme, un mismatch, une inadéquation entre le risque et la tarification, eh bien, ça ne stimule pas la réduction du risque qu'on voudrait viser. Et aussi, ça s'accompagne d'un problème potentiel de sélection adverse où seuls les ménages qui ont l'impression qu'ils en ont vraiment pour leur argent parce que la subvention rend l'assurance très, très abordable en relation avec le niveau de risque, bien, ils vont être portés à l'acquérir. Alors, ces inconvénients-là, c'est lié à des objectifs de politique publique qu'on veut aussi mesurer, qu'on veut s'assurer d'être atteints par un programme d'assurance inondation. L'objectif 2, c'est la qualité de la couverture. Donc, ici, on veut s'assurer que le risque résiduel demeure relativement faible. Donc, la partie du risque n'est pas couverte par l'assurance, qui n'est pas indemnisée. Et le deuxième sous-objectif, 2.2, eh bien, on veut en particulier que le risque résiduel demeure relativement faible chez les ménages à haut risque pour qui le programme national a de l'importance. Troisième objectif, la disponibilité et la participation dans les zones à haut risque. On veut s'assurer que dans les zones à haut risque, que les ménages soient en mesure d'acquérir la police et que la participation soit suffisamment importante pour qu'ultimement l'assurance puisse prendre la place du statu quo, de ce qui existe actuellement, c'est-à-dire les accords d'aide financière en cas de catastrophe. C'est qu'on a procédé avec un peu plus de 100 modélisations de programmes d'assurance différents, basés sur 9 combinaisons de déductibles et de limites, sur 4 régimes de participation, savoir si c'est une participation obligatoire, une participation facultative ou une participation où est-ce qu'on exclut les ménages soit à plus haut risque, soit pour lesquels l'assurance serait trop dispendieuse. Et on ajoute à ça 3 possibilités de support financier. Aucun support des gouvernements, des subventions de primes ou encore des plafonds de primes. Et via les objectifs que j'ai présentés, on évalue la performance des différents programmes structurés en fonction de ces paramètres-là. Alors ici, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de contenu. Ce qu'on observe dans la première ligne, le scénario de base, bien, c'est qu'en termes de participation, bien, tout le monde participe, c'est une participation obligatoire. En termes de couverture, bien, s'il n'y a aucune limite de couverture, aucun déductible, bien, l'ensemble du risque est couvert. Là où le bas blesse, c'est en termes d'abordabilité. Donc, on le voit, le ratio moyen en termes de primes sur les revenus après impôt des ménages se situe à 5,4 5,4 là, l'argent disponible, les ménages ne seraient pas prêts à investir 5 de leur argent disponible à chaque année pour acheter juste le volet protection contre les inondations d'une police d'assurance. Alors, il faut stimuler le tout en ajoutant quelque chose d'autre. Alors, on a testé avec l'ajout simplement de franchise, l'ajout simplement de limite, avec l'ajout de support financier et ainsi de suite. Et à l'unité, il n'y a aucune de ces sources-là qui permet de bien répondre aux 3 objectifs de politique publique mentionnés simultanément. Alors, il faut combiner le tout ensemble. La ligne du bas, c'est celle qui illustre une combinaison possible où on va à la fois obliger les propriétaires à assumer une franchise de 10 000 à la fois les rendre sujets à une limite de couverture de 300 000 qu'on va exclure les propriétés les plus dispendieuses malgré cette franchise et cette limite-là du programme et qu'on va mettre en place par le gouvernement des subventions pour rendre les primes les plus abordables possibles. Alors, on le voit jusqu'à un certain point qu'on réussit à rendre les primes beaucoup plus abordables. Donc, en moyenne, 1,6 % du ratio prime-revenu pour ceux qui sont à haut risque. On réussit en même temps à avoir un niveau de couverture dans les zones à haut risque qui est relativement intéressant. C'est-à-dire que le risque résiduel se situe un peu moins de 35 % et on couvre à peu près 90 % des ménages en faisant ça, mais ça coûte un peu plus de 800 millions par année pour le gouvernement pour offrir les subventions de primes nécessaires
pour rendre l'assurance abordable. Alors ici, on avait des simulations basées sur un ensemble de paramètres assez contraints. Ce qu'on fait dans l'étape suivante, c'est qu'on se demande comment est-ce qu'on pourrait vraiment améliorer le tout. Qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux au Canada en termes de caractérisation d'un programme? Et là, pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment comme seuil pour atteindre les objectifs de politique publique, bien, on regarde c'est quoi la situation actuelle. Présentement, avec les AFCC, le gouvernement, si on inclut fédéral plus province, paye probablement aux alentours en moyenne de 750 millions par année là, pour aider les sinistrés au Canada. Alors, on veut que l'aide financière soit à l'intérieur de cette enveloppe-là. On veut aussi que le taux de couverture dans les zones à haut risque soit très, très, très élevé. Donc, on voudrait là, aller plus loin que le 90-95 %. Et à la fois, on veut que l'assurance demeure abordable. Donc, il faut absolument qu'en moyenne, pour les hauts risques, on ait un ratio de primes sur les revenus médians qui soit inférieur à notre seuil de 1,8 % qu'on jugeait dispendieux. Alors, pour y parvenir, il faut s'interroger sur comment est-ce que le programme de subvention pourrait être développé. Et là, vous voyez une surface, là, une petite figure 3 dimensions, un peu mal faite, là, mais bon, une surface qui est loin d'être lisse. C'est tout simplement parce que le programme ou le type de programme de subvention qui peut aider à atteindre l'objectif, c'est un programme qui fonctionne par palier, un peu à l'image des paliers d'imposition, où est-ce que le taux de subvention augmente au fur et à mesure que l'assurance devient davantage inabordable. Alors, on additionne à des subventions un plafond de primes, mais on fixe une limite de façon à ce que les propriétés très dispendieuses, donc qui se vendent au-dessus d'1 million, 2 millions de dollars, bien, pas une aide gouvernementale illimitée. Alors, une fois qu'on réunit tous ces ingrédients-là ensemble, on obtient la ligne du bas du tableau, c'est-à-dire un programme d'assurance inondation où l'abordabilité demeure raisonnable, c'est-à-dire que pour les propriétés à haut risque, on se situe en deçà du seuil de 1,8 % qui était jugé inabordable. Pour, encore une fois, les propriétés à haut risque, on voit qu'il y a un peu plus de 70 % des pertes liées aux inondations qui seraient indemnisées. Et la participation au programme pourrait être supérieure à 95 %. Donc, l'essentiel des ménages à haut risque pourrait se retrouver couvert par un tel programme, le tout à un coût qui respecterait l'enveloppe actuelle qui se situe aux alentours de 750 millions de dollars. Alors ici, c'est une illustration de ce quoi pourrait avoir l'air un programme d'assurance inondation qui tente de contrebalancer les 3 principaux objectifs de politique publique qui vont en sens contraire. Et ce programme-là... Oui, excuse-moi. De conclure, s'il te plaît. Oui, j'y vais tout de suite. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est possible de développer un programme d'assurance inondation qui permet d'atteindre plusieurs objectifs publics à la fois, mais il y a un trade-off entre ces objectifs-là qu'il faut nécessairement considérer.